bien revenu dans l'amphi et je vais proposer du coup à mes invités de cette table ronde de me rejoindre, de prendre place sur le grand bureau. Donc Candice, Gwenaël, Olivier, que j'ai croisé tout à l'heure, donc je pense qu'ils sont là, et les voilà. Je vous laisse prendre place. Il y a 2 micros, donc vous passerez les micros si ça vous convient. Et merci d'être là. Donc, première table ronde. On a suivi le principe de l'enquête, cette idée d'avoir un double panel pro et patient. Et donc on va avoir 2 tables rondes, une plus côté pro, qui est celle-ci, et une qui s'intéressera au côté patient juste après. Le titre, il est maintenant que vous avez vu les résultats, vous voyez pourquoi. La révolution est déjà là. Comment cette adoption massive de l'IA par les soignants redéfinit-elle le secteur ? Donc on a eu le temps de digérer avec la petite pause les premiers chiffres. Ce fameux 90% d'adoption, ce fameux aussi une cinquantaine de pourcents, on a vu sur des sujets d'usage tournés vers des vraies pratiques métiers. Faire du diagnostic, c'est pas une activité annexe quand on est soignant, c'est du cœur de métier pour de l'organisation, pour tout un tas d'usages finalement et qui vont chercher quasiment 360 degrés de ce que fait un professionnel. Et ça, c'est quand même le fait majeur de cette enquête, et on va y revenir. On l'a vu aussi, un des points clés de l'enquête, c'est un peu ce côté, comme on le voit dans d'autres secteurs, un peu qu'on pourrait appeler de shadow IT ou shadow IA. Nicolas l'a mentionné, cet usage massif, il se fait encore beaucoup avec du chat GPT. Il est peu avoué, ou il est peu dit, il n'est pas forcément partagé avec le patient, donc c'est pour ça que j'utilise ce terme de shadow, qu'on rencontre dans tout un tas de domaines. Et ça sera intéressant d'en parler. L'autre point important sur lequel on reviendra, c'est cette idée de, malgré cet usage massif, on voit bien qu'il y a une appétence à aller chercher de l'information, de la formation, et ça c'est plutôt pertinent et intéressant. Et enfin, on le voit bien, on est dans un type de diffusion qui est beaucoup plus proche de la diffusion de l'usage du mobile, des applis, que d'un déploiement classique d'un outil SI. Dans un établissement de santé, on déploie un DPI, ça prend 10 ans et il n'y a pas beaucoup d'usage. On déploie un DMP, ça prend encore plus d'années et c'est compliqué. Et bien là, il n'a pas fallu 2 ans et on est déjà tout le monde au taquet. Donc tout ça dresse un paysage un peu nouveau et intéressant et on va faire réagir sur ce sujet-là, non pas des médecins, mais des industriels. On est à l'Axel, donc ce qui nous intéresse, c'est évidemment le regard de tout l'écosystème sur le sujet. On a entendu ce matin des universitaires. Les médecins, évidemment, ils ont été interrogés. Les résultats, ils ne sont pas sortis de... C'est pas l'Axel qui les a inventés, c'est plusieurs centaines de médecins, on l'a dit, généralistes, spécialistes et même des infirmiers, etc. Donc l'idée, c'est de prendre ces résultats et d'avoir le point de vue de différents acteurs de l'écosystème e-santé et qui sont partie prenante de cette révolution, quel que soit le point de vue. On va parler avec des représentants d'offreurs de solutions, et je pense très fort à Olivier de DocaPost. On va parler avec le monde des mutuelles, avec le groupe Vive, mais qui, outre être une mutuelle, le groupe Vive est aussi, possède un certain nombre d'établissements et fait travailler des professionnels, donc pour avoir cette double casquette, en tant que mutualiste et en tant qu'opérateur de soins. Et puis, évidemment, dans la santé, le secteur pharma a son importance, et en particulier les acteurs qui misent non seulement sur les molécules, mais aussi sur le numérique très fort pour faire leur métier et travailler contre les maladies. Donc l'idée, c'est d'avoir dans cette table ronde ces 3 points de vue croisés sur ces chiffres-là et de se poser des questions, de voir comment on peut réagir face à ça. Alors, j'allais dire une première question un peu générique, en guise de propos liminaire. Et vous avez le droit, quand je vous donne la parole, de repréciser votre rôle ou votre boîte, mais vous avez indiqué sous vos photos vos rôles respectifs. Peut-être en première approche, ces grandes tendances, une première réaction, qu'est-ce que ça vous fait dire, les premières interprétations à titre perso et évidemment en corrélation par rapport à ce que font vos sociétés respectives. Alors je lance un micro en l'air et quelqu'un le prend.
mais allez-y dans le sens que vous voulez. Allez, je me lance. Peut-être pour donner un peu de contexte, si vous vous demandez ce qu'un labo pharmaceutique fait ici, moi je représente un département qui est dédié à la santé numérique et l'innovation. Donc on a comme objectif effectivement d'identifier et d'aider au déploiement de solutions digitales pour améliorer le parcours de soins. Donc c'est vrai que déjà, quand on a entendu le 90%, c'est exactement comme le disait Nicolas, on est à la fois énormément surpris, parce que 90%, je pense que n'importe quel politicien adorerait avoir ce chiffre-là, et à la fois on n'est pas tant que ça, parce que nos équipes qui sont sur le terrain, en fait, elles sont déjà en train d'échanger avec les professionnels de santé sur ces sujets-là. Soit ils les interrogent sur l'intelligence artificielle, soit ils témoignent qu'ils l'utilisent, soit ils font déjà partie de projets, ils sont à l'initiative même de projets, ils ont quitté le corps médical pour devenir des fondateurs de start-up, justement, pour travailler sur ces sujets-là. Donc la réalité, elle est effectivement déjà bien sur le terrain. Ensuite, nous, ce qui nous intéressait chez AstraZeneca, c'est qu'on a un fort ascendant sur tout ce qui est maladie chronique. Là, on en a parlé aussi en amont, effectivement, sur la chronicisation des maladies, sur les multipathologies, les comorbidités, le vieillissement de la population. Et tout ça, ça ne se résoudra pas par démultiplier malheureusement le nombre de professionnels de santé. Ils vont avoir besoin en effet d'un coup de pouce et c'est l'intelligence artificielle qui nous aidera peut-être, en tout cas dans un certain cadre, à faire tout ça. Et donc c'est cet intérêt-là qu'on a, notamment on le voyait dans le baromètre sur le côté prévention, diagnostic, sur cet usage-là. Nous, ça va particulièrement venir nous intéresser sur l'identification des patients à risque, parce que typiquement un asthmatique sévère, par exemple, c'est 7 ans d'errance thérapeutique. Donc pendant 7 ans, il est un peu perdu dans la nature, il a pu voir un médecin ou pas, et s'il y avait des solutions qui pouvaient aider le médecin à regagner du temps effectivement concret, pratique, et ben, ils nous disent tous que ça l'intéresse, et qu'ils pouvaient en plus l'aider à faire revenir ce patient-là qui est perdu dans son parcours de soins. Okay. Donc il y a de la résonance et de la synergie à faire, à chercher. Donc bonjour, Candice Valenquer. Donc moi je travaille au sein du groupe Vive, donc un groupe qui regroupe à la fois des mutuelles, mais aussi 1700 établissements de soins. C'est pour ça aussi qu'on est là et qu'on a souhaité être partenaire notamment sur ce type d'enquête et d'avoir un observatoire, parce que c'est essentiel, c'est extrêmement important de comprendre ce qui se passe. Comprendre ce qui se passe parce qu'aujourd'hui, le monde va très vite, les technologies vont très vite. Alors j'ai ma phrase fétiche que je sors à chaque fois, c'est que les technologies vont bien plus vite que la fabrique des lois, et par conséquent, ça nécessite d'avoir un espace à la fois de confiance, d'avoir des garde-fous et de se questionner. Et ça, c'est important pour chaque entreprise. Vis-à-vis des résultats, la première remarque que je me suis faite, c'est que les instituts de sondage devraient remercier ChatGPT parce que enfin, on a chaque année, des résultats avec des 90%. On voit bien qu'on a eu le déploiement d'un outil qui a entraîné un changement de paradigme dans tous les secteurs, dans toutes les activités, et à la fois dans le milieu professionnel et dans le milieu personnel. Donc aujourd'hui, on est en train de vivre quelque chose qui est à la fois très vertigineux et en même temps très exaltant, parce qu'on a envie de comprendre, on a envie de voir comment tout ça s'adapte. Premier constat, et c'est ce qu'on disait, c'est finalement l'IA Shadow, on l'observe partout et dans tous les secteurs. Et c'est d'autant plus logique que dans le secteur de la santé, et notamment dans les établissements de santé où on sait très bien que le temps permet de sauver des vies. Donc de pouvoir en gagner, c'est extrêmement important. Et donc les conséquences par rapport à d'autres secteurs finalement se mesurent. Et que je comprends que les professionnels de santé aujourd'hui, si ils trouvent un outil, et c'est ça qui était intéressant dans les résultats de l'enquête, c'est qu'ils utilisent tous et ils le disent que ça leur est utile d'utiliser un chat GPT, et donc je reprends aussi le terme qui a été employé tout à l'heure, d'un Google++, parce qu'on en est là. C'est pas utiliser l'IA en santé en tant que tel, mais avant tout un moteur de recherche ultra puissant et qui permet de faire gagner du temps sur de nombreuses tâches qu'on peut rencontrer. Et en même temps, tous les professionnels de santé veulent de la régulation, veulent un système avec des garde-fous et sont en attente de ça. Mais aujourd'hui, on est à un moment de vie où on doit faire le choix entre prendre des décisions et évaluer le niveau de risque. Est-ce que je gagne du temps et donc je sauve peut-être plus rapidement, enfin,
je sauve peut-être plus de vies, si je caricature, ou est-ce que je prends moins de temps, mais j'utilise pas ChatGPT parce que c'est d'autres risques. Donc c'est toujours une mesure entre tout cela. Merci Candice. Olivier? Merci. Donc, moi, Olivier Barrette, je suis directeur marketing stratégique, communication et partenariat des activités santé de DocaPost. DocaPost, c'est la filiale numérique du groupe La Poste, qui a lancé il y a un peu plus de 2 ans maintenant des actions assez actives autour du numérique en santé. Et DocaPost se positionne sur la confiance numérique et la souveraineté. Donc ce sont 2 sujets quand même qui résonnent beaucoup en fait depuis ce matin et sur les discussions que l'on a eues. Et sur ce credo-là, en fait, on a lancé des activités assez fortes autour du développement de l'intelligence artificielle en santé en particulier. Donc on est un acteur aujourd'hui de l'IA en santé et on fournit déjà des solutions auprès d'établissements de santé. Et donc, il y a des éléments en fait qui résonnent parfaitement dans ce qu'on a entendu ce matin, notamment le fait que les bénéfices, c'est effectivement autour de l'efficacité, gain de temps, précision de diagnostic, ce sont des sujets que l'on entend effectivement tous les jours parce qu'on est au quotidien auprès des offreurs de soins. La perception globale positive aussi qui est attendue par l'ensemble des acteurs, c'est des éléments qui résonnent parfaitement. Par contre, ce qui peut effectivement nous surprendre, alors les 90%, ils peuvent effectivement nous surprendre, et puis on se dit oui, par rapport à ce qu'on a sur le terrain, c'est effectivement ce que l'on perçoit. Moi, c'est les 32% de quotidien, en fait. Je ne m'attendais pas forcément à cet usage aussi massif, en fait. La perception, oui, mais l'usage aussi massif, en fait, c'est peut-être quelque chose qui nous a un peu surpris, parce que, quelque part, on a le sentiment aussi que nous, en tant qu'industriels, on n'a pas fourni, en fait, l'ensemble des solutions qui peuvent être entendues par le marché. Et donc, ça fait écho de suite à un autre élément, c'est les 84% autour de ChatGPT. Alors celui-là, effectivement, moi, il m'a, je vais dire, peut-être surpris, voire même un petit peu choqué, parce que quelque part, on est sur c'est le premier outil qui est, semble-t-il, utilisé globalement par les professionnels de santé, mais surtout, en fait, il n'est pas conçu pour ça. Il n'est pas conçu pour ça, et ça veut dire qu'il n'est pas certifié, il n'est pas aligné avec nos exigences européennes de sécurité, de conformité par rapport à sa connaissance même qu'il peut avoir de la pratique médicale, en l'occurrence, parce que, par définition, c'est un LLM, donc il est très large en termes de connaissances, mais il n'est pas pointu sur la santé. Donc ça veut dire que, de notre point de vue, en fait, il existe une zone de risque majeure sur la fiabilité, sur les hallucinations, sur la confidentialité des données, je pense qu'on va y revenir. Donc ma surprise, en tout cas, notre surprise, elle était effectivement à ce niveau-là. Après, il y a un autre point, on n'en a pas trop parlé, mais c'est aussi la fracture dans la perception selon les métiers. En fait, les oncologues, c'est 80% de perception très positive par rapport à l'IA. Et inversement, on n'en a pas trop parlé, mais les IDE, c'est 50-55% de perception négative. Et ça rejoint quelque chose qui s'est dit tout à l'heure, c'est qu'il y a besoin aussi d'acculturation, de formation sur l'adoption, parce qu'aujourd'hui, au moins en termes de compréhension, elle n'est pas homogène sur l'ensemble des professionnels de santé. Donc ça rejoint en fait un besoin effectivement d'accompagnement. Après, le point que je voulais dire peut-être en conclusion de cette première question, c'est que on a le sentiment du coup, et en tout cas les éléments qu'on a partagés ce matin, pour moi le démontrent, c'est que le marché va très certainement plus vite que les régulateurs, que l'industrie, et plus vite que les offreurs traditionnels. C'est-à-dire que nous, on voit bien le rythme que l'on a de mise à disposition de nos solutions qui respectent en fait tout le cadre réglementaire, l'IACT, le RGPD, etc., et notamment la notion de conformité, puis le fait de rester dans un cadre de souveraineté. Ben on ne va pas suffisamment vite par rapport aux besoins qui est exprimé par l'ensemble des professionnels. Ça veut dire qu'il faut qu'on accélère, qu'on aille plus vite pour pouvoir proposer des solutions crédibles, certifiées et accompagner rapidement les usages en fait. Merci Olivier. En effet, là, on est resté sur des chiffres macro et c'est la synthèse qui a été faite. Il y a tout un nuancier des usages qui va de la typologie des professionnels et on l'a vu jusqu'au patient lui-même qui est en dessous et donc il y a matière à creuser. On va rebondir sur les derniers points là qui sont ressortis. En effet, et ça serait intéressant d'avoir vos points de vue différents là-dessus, on voit bien qu'il y a quelque part, on est pris de vitesse. L'usage est là et en tant que vous avez 1700 établissements, ça va très vite. On offre des solutions, tu l'as dit Olivier, plutôt en mode industriel, industrie du logiciel classique encore, et on est pris de vitesse. Et toi, Gwenaëlle, tu veux aider des startups. Donc, ce côté prise de vitesse, c'est-à-dire l'usage arrive tout de suite. Comment on le prend en compte avec vos points de vue respectifs, notamment quand on travaille avec des établissements de santé.
toi, Candice, en tant que responsable, enfin, en tout cas dans un groupe qui en a plusieurs, et toi, Olivier, en tant qu'offreur de solutions. Cette prise de vitesse et cet impact un peu aujourd'hui non maîtrisé, comment vous voyez pouvoir y répondre ou quelles sont les réponses à y apporter? Et ça me fait penser au point qu'évoquait Nicolas ce matin. Comment on arrive à concilier temps très court et temps long? Dans l'intro, ça a été dit, on est vraiment dans des sujets de ce type-là. Oui. L'usage, il est maintenant tout de suite, et il faut qu'on construise des choses dont on a besoin qu'elles soient un peu pérennes. Oui, tout à fait. Alors, pouvoir gérer le temps court et le temps long, c'est exactement, effectivement, tout l'enjeu. Alors, le temps court, c'est qu'effectivement, on a des outils qui sont mis à disposition de chacun qui permettent d'aider, il est utilisé, et on sait très bien que dans ce temps court, l'encadrement est compliqué. Et en plus de ça, il faut agir avec plusieurs structures. La première étape, c'est, on parle d'outils, on parle de numérique, mais derrière tout ça, c'est l'humain. Et l'entreprise, enfin, nos entreprises et notre groupe, je pense, et de manière générale, doit recentrer finalement ses efforts sur son capital humain. Et c'est en formant, en sensibilisant, et en apportant avant tout un esprit éclairé et critique à chacun de ses salariés, qu'on va réussir dans le temps court à faire en sorte que on protège, parce que au final, ces utilisations-là, et notamment des IA. Alors, si je prends là l'exemple par rapport aux chiffres et par rapport à l'usage de ChatGPT, par exemple, on pense tout de suite à la sécurisation de nos données et on pense tout de suite aussi, finalement, même dans ce qu'on va développer comme IA en interne, quel est le carburant qui va être utilisé pour entraîner ces IA et comment on y travaille. Donc, il y a des enjeux qui peuvent se gérer à l'échelle d'une entreprise et il y a des enjeux qui ne peuvent pas se gérer à l'échelle d'une entreprise et c'est l'importance d'avoir des clubs, de travailler de manière désilotée, de travailler aujourd'hui avec des experts interdisciplinaires. Ça, c'est un point très positif, je trouve, qu'a fait ressortir l'émergence de l'IA pour tout le monde, c'est qu'on ne peut plus réfléchir seul dans son coin. On est obligé de travailler de manière désilotée dans l'entreprise ou avec des partenaires et des expertises différentes. Donc ça, c'est essentiel. Et pourquoi ? Parce qu'il faut miser sur comment on traite nos données de santé en Europe. On a parlé des enjeux au niveau de la recherche, on parle des enjeux par rapport à l'entraînement des LLM en France et en Europe. Et d'ailleurs, plus rien ne doit se réfléchir au niveau national. On doit avoir une réflexion européenne. Les enjeux géopolitiques sont tels qu'on ne peut pas agir autrement. Et aujourd'hui, en tant que grandes entreprises ou que grands groupes, on se doit de prendre en compte tous ces déterminants. Et donc, le couple data-IA est indispensable à prendre en compte. Voilà. Et on voit bien, du coup, avant que tu prennes la parole, pour répondre à cette course de vitesse, ce dépassement, il y a à la fois des actions presque individuelles avec le côté esprit critique de chacun, oui, des actions à l'échelle de l'entreprise et plus systémique à faire à plusieurs pour exactement, la régulation et même pas au niveau pays mais au niveau au moins européen. Exactement. Et dernier point sur quand on forme, on sensibilise, quel que soit le secteur d'ailleurs. Il y a un enjeu, quand on parle de l'enjeu humain, c'est l'enjeu psychologique aussi. Chaque salarié ne réagit pas de la même façon et n'a pas les mêmes usages ou les mêmes comportements vis-à-vis de l'utilisation de l'IA. Nous, au sein du groupe, on avait fait un petit micro-trottoir en interne pour voir comment chacun s'appropriait des outils type nos LLM ou l'utilisation de l'IA. Et on se rend compte qu'il y a ceux qui sont très à l'aise mais qui n'osent pas en parler parce qu'ils vont se dire oula, on a l'impression que peut-être que je triche parce que j'utilise de l'IA générative dans mon activité, dans mon quotidien. D'autres qui ne l'utilisent pas mais qui sont mal à l'aise de le dire parce que au final ils se disent je suis à côté de, je suis pas à la page et ils ont une vision négative de même par rapport à ça. Il y a ceux qui sont en colère parce qu'ils se disent on me demande d'utiliser des IA alors que la planète va mal, l'écologie va pas bien,
et je travaille dans une entreprise qui est de l'ESS, donc c'est important que ça soit intégré dedans. Donc c'est intéressant de voir aussi tous ces blocages, parce que dans une entreprise, on est juste la somme d'individus et on ne peut pas faire sans. Donc c'est important de l'avoir aussi en tête. Super. En tant qu'offreur, du coup, comment on fait face à Moi, je veux bien revenir sur le sujet couple data-IA, parce que je pense que c'est clé en fait dans tout ce qu'on est en train de se dire. Ouais. C'est clé dans tout ce qu'on est en train de dire. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire qu'on a vécue nous depuis un an. On est un offreur de solutions numériques pour les établissements de santé. Et donc, à la demande forte en fait, de nos clients, qui sont quelque part les professionnels qui exercent dans les établissements de santé, on s'est engagé dans le développement d'une solution d'intelligence artificielle générative. Le premier besoin était, on en a beaucoup parlé en fait, la capacité de pouvoir réaliser des comptes rendus, des synthèses de dossiers médicaux dans le cadre de consultations, en particulier en ALD, et très utilisé dans le cadre de l'oncologie. Donc on a engagé ces développements, et le constat que l'on a fait, c'est globalement, quand on prend le temps de développement de notre moteur d'intelligence artificielle, qui s'appelle Dalvia, qui doit respecter en fait selon nous 4 principes. Le premier, c'était effectivement, bien entendu, la réglementation européenne, donc du RGPD, IACT, on s'est fait également accompagner par la CNIL. Le fait de respecter notre définition de la souveraineté numérique. Donc effectivement, on ne s'est pas appuyé sur les moteurs des GAFAM, etc. On a travaillé avec Mistral, on a un hébergement qui est dans un cloud souverain, qui est NumSpot, etc. Le troisième point, c'est de être totalement intégré avec un système d'information hospitalier et avec l'outil même des professionnels de santé pour éviter qu'ils naviguent entre différentes solutions, mais c'est totalement utilisé dans son dossier patient informatisé. Et le quatrième point, c'est la garantie humaine. Donc une fois qu'on a travaillé sur ces 4 éléments, qu'on a travaillé sur le moteur, en fait, 70% du temps global en fait, que l'on a eu pour finaliser le développement de ce moteur d'intelligence artificielle a été consacré à l'accès à la donnée, la compréhension de la donnée. Et ça nous est arrivé un petit peu comme une remarque hyper structurante, et on l'a découvert en fait à ce moment-là, et on s'est posé la question, mais comment les autres pays font pour potentiellement aller plus vite par rapport à ce que nous on fait? Et on s'est rendu compte qu'en fait, ils ont pris un virage que nous, on n'a pas pris, au moins dans les systèmes d'information hospitaliers, dans les systèmes d'information de santé, qui est l'orientation de la structuration de la donnée, qui aujourd'hui, de notre point de vue, on n'a pas pris en France, en fait. Et donc, c'est très vrai aux États-Unis, par exemple. Et pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a un dossier patient informatisé qui est utilisé dans la très grande majorité des établissements de santé américains qui s'appelle EPIC, qui, de par sa construction même, est ce qu'on appelle orienté sur la donnée. Et certains pays européens, aujourd'hui, ont commencé à prendre ce virage, de commencer à structurer la donnée qui est gérée directement dans les établissements de santé à base de normes qui sont des normes ouvertes, qui sont partagées par beaucoup d'acteurs. Je ne vais pas rentrer dans la technique de les nommer, mais ce qui permet au moins d'avoir ce qu'on pourrait appeler une interopérabilité sémantique et partagée par tout le monde. Et de facto, en fait, un logiciel qui s'appuie sur ces concepts-là, en fait, il a ces données qui sont totalement partagées. Et dans les pays du nord de l'Europe, voire même dans le sud de l'Europe, puisque nous on est allé rencontrer ce qui se passe dans certaines régions en Espagne, et la Catalogne pour ne pas la nommer, qui est peut-être 10 ou 15 ans en avance par rapport à ce qu'on fait en France sur ces sujets-là, l'accès à la donnée par les startups, par les innovateurs, etc., elle est standardisée par ces normes. Là où nous, quelque part, aujourd'hui, on a des difficultés pour pouvoir accéder à la donnée. Tout ça pour dire qu'il faut, au-delà de l'IA, si on veut pouvoir accélérer, il faut aussi qu'en amont, en fait, on transforme la façon dont on va gérer la donnée, comment on accède à la donnée. Et si on ne prend pas ce virage-là, de notre point de vue, assez rapidement, en fait, on va face à un mur et on ne va pas pouvoir innover aussi rapidement que vont faire les étrangers. Et la notion de souveraineté numérique qu'on envisagerait quelque part, elle va tomber de facto parce que les seules solutions qui seront valables sont celles qui existent, en particulier outre-Atlantique. Ok, très clair. Donc, il y a une prise de vitesse, mais on reste calme, il n'y a pas que ça. Il y a des vraies, du coup, transformations de fond à faire en transformant l'accès à la data et la façon de faire l'architecture. Quand on travaille avec des startups, ça se traduit comment Je pense que c'est tout à fait aligné avec tout ce que vous venez de dire. Effectivement, il y a plusieurs sujets. Il y a le côté, pour revenir sur le côté data et IA, effectivement, pareil, c'est comme l'IA qui était un peu un buzzword et qui nous paraissait loin, elle est là. Et quand on parle de data, on ne parle pas forcément justement d'un niveau extrêmement mathématicien complexe, etc. C'est effectivement comment le professionnel de santé, quels mots il rentre dans son logiciel. Et ça, quand on parle de formation et d'information des professionnels de santé, il va falloir revenir un peu au démarrage de la boucle et en effet, comment il renseigne finalement son compte-rendu de visite pour que ce soit lisible, même si on a du Natural Language Processing, comment on arrive à faire en sorte que ce soit harmonisé, qu'on retrouve des nouveaux référentiels.
Et c'est la même chose avec justement des solutions typiquement avec lesquelles on peut travailler aussi à destination des patients. Par exemple, sur la BPCO, donc qui est une maladie respiratoire, un des indicateurs, c'est quand on fait une exacerbation. Aucun patient ne va jamais marquer quelque part dans son application ou dans un suivi qu'il a fait une exacerbation. Je pense qu'il ne sait même pas ce qu'il met derrière. Par contre, il a eu une grosse toux. Il s'est senti un petit peu mal, essoufflé. Et en fait, tout ça, il faut le prendre en compte aussi pour venir alimenter l'intelligence artificielle qui soit justement intelligente. Et ça, c'est la supervision humaine. Et c'est là où justement, on est dans une forme de complémentarité avec le quotidien du médecin qui sait que son patient, il ne va pas parler comme ça. Donc effectivement, ce sujet de la data, pour moi, il revient aussi à la formation des professionnels de santé. C'est eux qui vont générer cette data-là. Donc c'est effectivement essentiel. Et après, sur le travail qu'on fait avec les startups, et startups d'ailleurs, providers sinon de solutions digitales, parce qu'on est loin du modèle aussi des 3 étudiants dans une cave, on est de plus en plus sur justement un écosystème qui se structure. Ça passe justement par le cas d'usage. C'est-à-dire qu'on ne déploiera pas des solutions si elles ne sont pas éprouvées et utilisées par les professionnels de santé. Et aussi, c'est à nous justement de générer de l'évidence. Si l'IA circule, comment est-ce qu'on donne les preuves qu'elle est efficace ? Est-ce qu'avec ma solution, j'arrive à diagnostiquer mieux, j'arrive à diagnostiquer plus ? Et qu'est-ce que ça apporte réellement ? Et je pense que même si on avance très très vite, il faut qu'on prenne le temps de cette démonstration-là, parce que c'est celle-ci qui va nous permettre peut-être dans 2 ans, dans 5 ans, de dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et peut-être de venir justement modifier les typologies de réglementation ou la façon dont on va faire la prise en charge. Et c'est vrai que sur la réglementation, moi je crois beaucoup justement que ces providers de solutions digitales, que ce soit start-up ou grands groupes, ça peut être un tiers de confiance. Le professionnel de santé, on l'a dit en amont, il n'a déjà pas forcément le temps de s'informer sur l'ensemble des nouvelles guidelines, sur les pathologies qu'il traite au quotidien, ou qu'il voit très peu comme des maladies rares. Il a encore moins le temps de s'informer sur le marquage CE d'une entreprise ou d'une solution digitale. Et ça, pour moi, ces solutions tiers, elles peuvent justement venir apporter cette sorte d'assessment, parce qu'elles sont obligées de le faire, effectivement. On a parlé de marquage CE. Elles sont obligées aussi par la feuille de route santé numérique pour être référencées dans mon espace santé. Donc il y a déjà des choses qui sont basées et qui peuvent être des éléments de réassurance aussi pour l'usage du professionnel de santé ou du patient. Très clair. Alors, là, on est dans l'ici et maintenant. On a vu l'usage, il est là. Et on a parlé de comment vous vous adaptez, comment vous travaillez là-dessus aujourd'hui. Une petite question un peu plus tournée vers le futur. Même si cette déferlante, ce tsunami, comme l'a dit David, il est maintenant tout de suite. Il faut essayer de garder un coup d'avance, réfléchir et penser à demain. Et selon vos industries, ça veut dire R&D, ça veut dire poursuivre l'innovation. Quels sont vos travaux, vos façons de faire et vos axes de travail pour anticiper la suite de ce phénomène ? Qui commence, qui veut ? Oui, alors tout ce qui a été dit juste avant, c'est ce qui permettra aussi d'avoir les bons repères et d'avoir les bonnes conditions pour innover. Donc effectivement, innover si on n'a pas une architecture de la donnée qui n'ait pas la notion d'interopérabilité, donc qui est des bases de communication entre les structures et qu'on ne travaille pas sur comment la donnée est collectée et que ça ne soit pas fait de manière sécurisée. Voilà, ça c'est c'est la base. Et derrière, ensuite, l'idée c'est de pouvoir innover, mais l'enjeu c'est d'innover tout en sécurisant et tout en ayant un cadre réglementaire. Donc c'est important de concilier tous ces éléments-là. Donc là, on n'est plus sur du temps long parce que faut comment se met en place ces garde-fous. Donc pour un groupe comme le nôtre, il y a plusieurs actions que l'on va porter. Par exemple, avec la MGEN, il y a eu une implication très importante dans une association qui s'appelle Etikia, qui est portée par David Gruson et qui a pour objectif d'intégrer la notion de garantie humaine dans le déploiement des IA dans les établissements de santé. Alors, quand on dit ça, derrière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut des indicateurs et des grilles de lecture qui soient fiables sur tous les types d'outils qui sont déployés dans les établissements de santé. Donc il y a eu tout un travail de recherche là-dessus et de se dire comment on traduit cette notion de garantie humaine dans l'usage de ces outils. Donc ça, c'est extrêmement important et donc on y passe du temps pour avancer sur ce sujet-là parce que
la garantie humaine, et on l'a bien vu dans le dernier chiffre du baromètre, que c'est ce qu'attendent aussi les professionnels de santé, qui ne sont pas là, eux, ils n'ont pas du temps à allouer à ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des outils qui soient fiables, pour lesquels ils peuvent avoir les bons indicateurs et qui leur permettent de travailler sereinement et en confiance avec les outils développés et qui intègrent de l'IA. Et ensuite, il est important aussi d'investir dans tous les sujets, enfin dans toutes les techniques qui peuvent nous aider à mieux maîtriser l'utilisation des données de santé en gardant un maximum de granularité dans l'analyse. Donc travailler par exemple sur les techniques de données synthétiques en utilisant l'IA est un outil qui peut être intéressant, où on va travailler sur des jeux de données qui vont garder exactement les mêmes caractéristiques, mais qui nous permettront de protéger la vie privée, de protéger les données personnelles qui sont utilisées. Donc ça, c'est important de travailler avec à la fois des startups, à la fois avec des instituts de recherche. Et ce qui est également important, c'est d'avoir et de continuer à avoir des enquêtes, d'avoir des baromètres qu'on puisse suivre, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est tous en train d'apprendre. Donc il faut prendre le temps de l'observation et ensuite celui de l'analyse, qui va regrouper toutes les compétences interdisciplinaires qui sont nécessaires pour avancer. Et voilà, et promouvoir à l'échelle européenne pour le penser, je pense que c'est important. Oui. Pour générer de la connaissance et travailler là-dessus, vous avez aussi cette côté recherche d'interdisciplinarité, vous avez des dispositifs de type lab que vous utilisez pour ça au sein du groupe ? Alors au sein du groupe, par exemple, on travaille avec la CNIL et on a souhaité investir un sujet qui nous semble extrêmement important. C'est celui de la santé mentale de nos jeunes. Les IA conversationnelles, comme les chats GPT qu'on observe et qu'on voit très bien qu'ils sont en train... Ce n'est plus qu'un outil technique, mais c'est devenu un compagnon, un confident. Et donc ça devient un aspirateur d'ailleurs de données personnelles. Et ça, c'est corrélé avec le fait qu'un quart des jeunes se sentent mal, se sentent vulnérables et ont le sentiment d'avoir une santé mentale qui n'est pas toujours positive. Et donc ce combo-là nous fait bien dire que on a des outils qui sont mis sur le marché sans garde-fou, sans analyse, et c'est important aujourd'hui de l'investiguer. Et donc avec la CNIL, on a souhaité monter un dispositif pour observer, analyser et agir et réfléchir aux outils de prévention pour demain sur ces IA conversationnels, ces IA compagnons. Donc c'est un sujet plus de citoyenneté que d'entreprise, mais c'est extrêmement important de le voir côté santé mentale, parce que on sait que la santé mentale c'est le parent pauvre de la santé, et qu'aujourd'hui dans les établissements, l'IA générative est aussi perçue positivement comme un moyen d'accompagner les psychiatres et autres dans leurs activités, mais eux-mêmes ont conscience aussi qu'il y a des garde-fous à mettre, donc il y a besoin d'agir des deux côtés. Donc c'est le type d'action aussi qu'un groupe comme le nôtre a la chance de pouvoir porter, et on avance. Et collectivement avec tous les professionnels, évidemment. En écosystème, jamais seul. Du coup, on le sent bien, c'est vrai, c'est tout le monde. Olivier, toi, en termes de R&D ou travaux pour préparer la suite de ces choses-là ? Alors, nous, on a l'impression que depuis l'avènement de ChatGPT en particulier, parce qu'on peut revenir dessus, mais c'est quand même la médiatisation de ChatGPT qui a accéléré en fait l'IA générative. On a l'impression qu'on est tous rentrés collectivement dans un TGV technologique. Ça va extrêmement vite, et je pense que nul ne sait ce que sera la technologie demain, le mois prochain, etc. Il n'y a pas un mois où il ne se passe pas une annonce particulière sur une évolution d'un moteur. Et on voit bien, je crois que tout à l'heure quelqu'un a dit que le meilleur moteur c'était Gemini 3. Il y a quelques mois, c'était pas vrai il y a 2 mois, et dans un mois, ce ne sera pas vrai non plus.
Et donc, quand on a ce concept-là, quand on est industriel, c'est assez difficile en fait de concevoir un système d'IA. On a des process industriels qui sont relativement longs, etc. On s'appuie sur des technologies. Et donc, on a pris conscience au début que personne ne pouvait prédire l'avenir sur ce que sera la technologie autour de l'IA demain. Donc, le parti pris qu'on a eu, c'est de travailler sur ce qu'on appelle une plateforme de distribution d'IA, qui est un socle quelque part qui devrait rester invariant, qui respecte les 4 principes que j'ai évoqués tout à l'heure en termes d'accès à la donnée, interopérabilité, respect du réglementaire, garantie humaine, etc. Et dessus, en fait, on est capable de, je vais utiliser des mots assez simples, de brancher, débrancher en fait les différents moteurs d'IA suivant les évolutions technologiques qui peuvent arriver. Nous, tout simplement, aujourd'hui, on travaille avec Mistral, mais au tout début, on a travaillé avec Lighton. Et peut-être que demain, on travaillera avec un autre moteur. On reste dans le créneau de souveraineté, bien entendu. Mais en fait, on branche et on débranche comme ça les moteurs au gré, d'une part, des technologies qui évoluent et puis des besoins qui peuvent arriver. Parce qu'on a conscience que, quelque part, en fait, demain, on travaillera peut-être avec d'autres moteurs. Donc ça, c'est quelque part la façon dont on essaie de gérer, en fait, la vitesse technologique dans laquelle on est rentré avec l'intelligence artificielle. Après, il y a les besoins qui émergent du terrain. Et là aussi, on s'est rendu compte, nous, quand on a fait les premiers rendez-vous, en particulier toujours au sein des établissements de santé, qu'à chaque rendez-vous, le médecin, il a à chaque fois une nouvelle idée. Et donc, 10 rendez-vous, c'est 10 idées différentes d'intelligence artificielle qui arrivent. Et on se rend compte que le potentiel est immense, en fait, là-dessus. Donc, nous, on a essayé de structurer, on a structuré, en fait, notre approche. On a noué des partenariats qu'on appelle des labs IA santé avec certains établissements de santé. Le premier, c'est avec le CHRU de Nancy, qui nous permet en fait déjà d'avoir des moments d'échange privilégiés avec les professionnels de santé, et puis surtout aussi de très rapidement en fait expérimenter les premiers usages qui doivent permettre d'apporter assez rapidement, toujours sur la base de cette plateforme-là, des bénéfices assez immédiats à la prise en charge des patients, à la gestion des parcours. Et donc, oui, aujourd'hui, on est très autour de l'IAGène, donc principalement autour de la synthèse, génération de comptes rendus, etc. On est en train d'accélérer aujourd'hui autour de ce qui va concerner en fait la voix. On voit qu'il y a une vraie accélération auprès des professionnels de santé. Alors, on va au-delà de la dictée numérique et de la reconnaissance vocale qui existe depuis déjà des années, mais là, on est en train de basculer sur ce qu'on appelle l'IA ambiant. C'est la capacité de l'intelligence artificielle d'écouter une consultation entre un patient et son médecin, ou inversement, et de pouvoir en générer immédiatement un compte-rendu médical. Quand on a dit ça, on se rend compte que même au sein de l'hôpital, pour les infirmières qui sont en train de faire leur tournée, pour le patient qui est en train de saisir un certain nombre d'informations de constantes, etc., uniquement par la voix et en échangeant avec son patient, on peut capter l'information, la structurer et la saisir directement dans le dossier patient informatisé. Et on revient sur mon premier point, c'est que c'est aussi une façon de pouvoir capter et de structurer correctement la donnée, parce qu'on rajoute en fait ces éléments-là. C'est là où on est aujourd'hui, en fait. Super. Donc des fondations fortes à créer, et on voit bien un paradigme autour d'une interface par la voix là, qui ferait passer un cap au SI, et de la collaboration avec les établissements. Gwenaëlle, de votre côté, en un temps court, ce que vous prévoyez avec les startups, puis après on fera un petit tour de conclusion. Ça va être court parce qu'au final, ils ont déjà dit ça aussi. Finalement, c'est ce côté de collectif, effectivement. Nous, on croit qu'on est plutôt une courroie de transmission. Typiquement, AstraZeneca, notre choix, c'est pas de venir développer des solutions d'intelligence artificielle in-house. Il y a des experts qui le font très bien. Mais par contre, on va venir les aider peut-être justement à les tester. À les tester, en effet, que ce soit dans des centres hospitaliers, auprès de professionnels de santé. On va aussi les accompagner à démontrer la valeur de cette intelligence artificielle sur le terrain. Et nous aussi, bien entendu, on travaille avec différents cercles, que ce soit côté laboratoire pharmaceutique avec le LEM, mais aussi avec, par exemple, BPI France, qui est un dispositif prévention, qui travaille avec la CNAM. Donc l'idée, c'est d'arriver à tous se mettre effectivement autour de la table pour structurer finalement cette avancée qui est déjà là, mais où est-ce qu'on veut aller grâce à ça. Tu le disais aussi en introduction, sur l'oncologie, l'usage de l'IA est peut-être plus fort, parce qu'aussi l'oncologie est sans doute plus structurée, avec des parcours de prévention mieux flagués, et qui ont plus l'habitude effectivement d'utiliser l'IA à l'époque pour de l'analyse d'imagerie par exemple. Et bien ça, c'est des apprentissages, et ça nous aidera aussi à prioriser demain. Donc en effet, c'est vraiment ce travail collectif de l'ensemble des membres du parcours de soins qui vont nous aider à demain déterminer l'usage acceptable de l'intelligence artificielle sous supervision humaine, et en effet avec tout le côté réglementation qui va forcément être en train d'évoluer, et c'est une bonne chose. Je pense qu'on n'a que à être optimiste finalement face à ça, pas se dire oh mon Dieu, l'IA va nous remplacer avec les robots tels qu'on le voit beaucoup sur Instagram. Non, c'est là, et nous, comment on fait en sorte maintenant
que ça prenne la voie qu'on a décidé ensemble, parce que c'est celle qui est cohérente et impactante pour le patient. D'accord. Mais ça, du coup, nickel, ça m'amène la question de conclusion en quelques secondes chacun, parce que du coup, on est un peu pressé par le temps. On voit bien quand même émerger, vous êtes porteur on sent les éléments d'une vision de l'IA à la française, à l'européenne, avec même étant de secteurs différents, des briques et des marqueurs forts qui sont partagés. Et ça a été dit plusieurs fois, l'intérêt et le besoin de travailler en alliance à plusieurs de secteurs différents, avec les soignants, avec les autorités, à niveau très, très terrain et niveau très institutionnel. Donc on peut voir, si on veut être si on veut être positif, à travers ces chiffres-là, il y a des opportunités, on peut le voir comme une opportunité d'utiliser l'IA pour faire le bien au final et de porter une vision qui serait celle française européenne et qui peut faire point face à d'autres. Un mot de conclusion du coup sur cette ligne-là. Allez-y. Alors, moi, je voulais revenir, je vais être rapide, revenir sur un élément. C'était les 94% des professionnels souhaitent privilégier des outils français ou européens. C'est un peu le paradoxe de l'étude qu'on a vue, parce que quelque part, en contrepartie, 85% utilisent ChatGPT. Donc voilà, donc ça veut dire quelque part la nature a horreur du vide, et quelque part ils expriment ce besoin-là, et donc je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus. Et donc ça veut dire que la notion de souveraineté par rapport à l'IA est fondamentale pour nous. Et là, je voulais juste rajouter quelque chose sur la notion de souveraineté, ça sera mon mot de conclusion. On a parlé de la technologie, on a parlé des moteurs, de la donnée, et quelque part l'hardware de nos systèmes de santé aujourd'hui, ça reste quand même la donnée. Mais il ne faut pas négliger aussi qu'il y a un sujet économique dans tout ça, parce que quelque part, le fait de travailler dans un environnement souverain pour alimenter les startups, les industries de l'IA, doit venir avec l'argent de la sécurité sociale alimenter l'industrie française, voire européenne. Or, aujourd'hui, ce qu'on est très certainement en train de faire, c'est qu'on alimente quelque part l'économie, plutôt probablement des personnes qui sont en train d'être en retraite sur la côte ouest des États-Unis. Et ça, quelque part, moi, en tant que citoyen français, ça m'embête. De la systémique européenne. Oui, je rejoins le point de vue. On se rend compte que les financements, comme on parle d'économie, les financements sont encore trop axés sur l'acte et pas sur le parcours. Donc ça aussi, c'est important de pouvoir faire en sorte qu'on investisse vraiment dans la sociologie des usages. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, comprendre comment les professionnels utilisent ces IA et dans quelle situation, avec quel contournement. Bref, il faut vraiment être sur le terrain et ça, c'est indispensable. Ensuite, je rejoins ce qui a été dit, donc je te laisse finir. Merci Candice. Mais en plus, je vais rebondir aussi, c'est l'usage, pour moi, c'est le mot-clé effectivement de ça, c'est qu'effectivement, ça ne se fera qu'en concertation avec ceux qui utilisent véritablement l'intelligence artificielle. On peut regarder bien entendu du côté des États-Unis, on peut regarder du côté de la Chine, mais nous, on le voit même quand on se compare à nos homologues européens chez AstraZeneca, le parcours de soins n'est pas le même. Donc une solution ne répondra pas aux mêmes besoins chez un médecin généraliste en France, même chez un médecin généraliste selon la région où il est, qu'elle se passe peut-être en Allemagne et encore moins effectivement aux États-Unis. Donc c'est l'usage qui nous apprendra finalement là où on a besoin d'investir, là où on a besoin de mieux réguler. Donc voilà, le travail est à faire et il doit être collectif. Super, très belle conclusion. Merci à vous trois.